Ouais, bonjour à tous, bienvenue dans le QG, l'émission politique de Télégrenoble, avec chaque semaine un élu dont les décisions peuvent impacter directement notre vie quotidienne. Aujourd'hui, je reçois Jérémy Yordanov. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le député de la 5e circonscription de l'Isère depuis 2022, une circonscription qui englobe les massifs, la Chartreuse, Belledonne, le Grésivaudan, mais aussi une partie de l'agglomération grenobloise avec Saint-Égrève et Saint-Martin-le-Vidoux notamment, ou encore Domaine. On le voit sur cette carte, ce n'est pas le découpage le plus naturel, cette 5e circonscription de l'Isère. Effectivement, il y a deux bassins de vie, deux montagnes. Ça, c'est une circonscription qui n'a pas de sens d'un point de vue géographique. C'est un découpage ancien. Voilà. Je crois qu'il y a beaucoup de circonscriptions en France qui n'ont pas un découpage très logique, mais c'est une très belle circonscription. Alors vous avez d'ailleurs été réélu en juillet dernier sur cette circonscription en tant que député, avec 60% des voix face à une candidate du Rassemblement national. Comment vous analysez cette victoire ? Écoutez, déjà, j'ai été réélu, donc j'imagine que les 2 premières années de mon mandat n'ont pas été, du mandat de 2022, n'ont pas été complètement catastrophiques. Après, la situation était tout à fait différente. C'est-à-dire que la dernière fois, j'étais élu de justesse face à une candidate d'Emmanuel Macron. Et là, le Rassemblement national a fait une percée historique de partout en France, mais sur cette circonscription, le Rassemblement national arrive au 2e tour. Il y a une victoire, on va dire, logique parce qu'il y a un front républicain au 2e tour de partout en France. Et donc, ça s'est vérifié sur cette circonscription. Voilà. Après, je pense qu'il faut être très prudent sur l'avenir. Moi, je suis très inquiet de la montée du Rassemblement national. On voit beaucoup de communes dans le nord de la circonscription où l'extrême droite arrive en tête. Ça m'inquiète. Et il y a aussi des communes dans le Grésivaudan où l'extrême droite arrive en tête, dans le haut Grésivaudan. Et je pense que c'est un signal d'alerte qu'il faut prendre en compte. 40% donc effectivement sur cette circonscription pour le Rassemblement national sur cette élection. Ils n'avaient jamais fait de score, quels que soient les scrutins, aussi haut sur ce territoire. Vous avez donc retrouvé votre siège de député à l'Assemblée nationale et depuis cette semaine, vous êtes même devenu l'un des 6 vice-présidents. Vous attendiez à vous retrouver à ce poste C'est une élection un peu imprévue. C'est-à-dire qu'en fait, ça vient en remplacement d'une vice-présidente qui a été nommée ministre. On ne peut pas être ministre et député, donc elle a dû démissionner. Elle a attendu 1 mois après sa nomination pour démissionner effectivement parce que pendant 1 mois, en fait, les suppléants ne peuvent pas siéger. Et donc pour que les Républicains aient toutes leurs voix, il a fallu attendre 1 mois pour qu'elle organise sa démission et que tout le monde vote dans le camp des Républicains. J'ai présenté ma candidature dans ce cadre-là. Je m'attendais à ce qu'il y ait une petite fenêtre, mais c'était quand même très incertain d'arriver à ce résultat. La réalité, c'est que le bloc, ce qu'ils appellent le socle commun, n'est pas un socle. C'est très friable, ils s'engueulent régulièrement. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. En fait, ils se sont mis d'accord sur une candidature, mais le MoDem a mis également une candidature. Il y a 3 tours, c'est un peu technique, un peu compliqué. Mais en fait, les divisions chez eux leur ont coûté cher. Et puis voilà, j'ai fait campagne en interne pendant 2 semaines. Je suis allé convaincre des députés au-delà du nouveau Front populaire. Donc en fait, j'ai eu le soutien du NFP, ce qui était indispensable. Et j'ai eu quelques voix au-delà. Et je crois que c'est ça qui a permis ma victoire au 3e tour. La ministre que vous évoquez, c'est Annie Genevard, qui est devenue ministre effectivement de l'Agriculture il y a quelques semaines et qui faisait partie des 6 vice-présidents qui avaient été choisis au mois de juillet. Un écologiste pour remplacer une élue LR à ce poste, qui est un poste important, stratégique, c'est pas banal. Vous l'avez dit, c'est lié aux divisions qu'a pu connaître le socle commun entre les macronistes et LR. On voit là Naïma Moutchou, qui présidait l'Assemblée nationale ce jour-là, annoncer le résultat et le décompte des voix. On le sait à l'avance à peu près qu'on va gagner, ou on le découvre au moment où l'annonce est officielle dans l'Assemblée ? Alors là, je l'ai su 2 ou 3 minutes avant, parce que j'avais des collègues qui étaient au dépouillement, et donc j'avais l'information quelques minutes, quelques secondes avant l'annonce. Mais jusqu'au 3e tour, c'était très incertain. La réalité, c'est que vous avez vu le nombre de voix, ça ne se joue à pas grand-chose. Et en fait, jusqu'au dernier moment, je pensais que je n'allais pas la remporter, cette vice-présidence. Donc voilà. J'étais pas très serein.
Oui, troisième tour, c'est passé. Au troisième tour, il faut simplement arriver en tête de tous les candidats restants. C'est ça, parce que le premier tour et le deuxième tour, c'est scrutin majoritaire, et le troisième tour, c'est majorité relative suffit pour l'emporter. J'étais en tête au premier tour et au deuxième tour, donc il n'y avait pas de risque, mais en fait, il y a un report des voix. Le candidat du MoDem s'est retiré au troisième tour, et on pouvait penser que le report des voix allait se faire sur la candidate LR, soutenue par Laurent Wauquiez. Et en fait, les députés n'ont pas tous suivi. Parce que Laurent Wauquiez est très clivant en fait dans sa majorité. Déjà dans son groupe c'est très compliqué, et puis les tensions avec Gabriel Attal sont notoires. Il leur a fait un coup qui a coûté une présidence de commission en affaires économiques, et c'est comme ça que Aurélie Trouvé a gagné les affaires économiques. En fait, à la fois, c'est curieux, et à la fois, c'est logique, parce que quand ils ont fait leur majorité, je mets des guillemets, au moment de l'élection de Michel Barnier, de la nomination de Michel Barnier, ils ne l'ont pas fait sur un socle programmatique. Ils l'ont fait pour une seule raison, c'est que le Rassemblement national a dit publiquement qu'il n'allait pas censurer automatiquement M. Barnier. Alors qu'il l'aurait fait pour d'autres premiers ministres. Pour la gauche, notamment. Y compris pour la droite. Le président de la... oui, il y avait Xavier Bertrand, par exemple, le Rassemblement national avait dit non, bah, lui, on va le censurer. Et donc, Emmanuel Macron avait nommé M. Barnier en charge de créer une majorité. Ils n'ont pas signé sur un programme. Donc, en fait, ils sont d'accord sur rien. C'est ça qui est... Alors, il y a eu une entente pour distribuer les postes à l'Assemblée nationale. Mais cette entente, elle ne peut pas tenir si derrière, il n'y a pas un projet politique. D'ailleurs, les députés de ce socle commun, ils viennent à l'Assemblée, on discute du budget, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils nagent dans une... je pense que c'est quelque chose... Moi, je suis député que depuis 2 ans et demi, mais je pense qu'on n'a jamais vu ça à l'Assemblée nationale. Des députés qui sont soi-disant dans la majorité, qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils ne savent pas dans quel sens va le gouvernement. C'est très curieux. Et tout le monde le voit au moment des questions au gouvernement, par exemple, quand un ministre prend la parole. Vous n'avez que les députés LR qui applaudissent. Et les députés Renaissance, ils restent assis, les députés MoDem, ils restent assis. Ça ne peut pas fonctionner, une majorité comme ça. Voilà. En tout cas, ça n'a pas fonctionné pour que les LR conservent cette vice-présidence, puisque c'est vous qui l'avez emporté, qui a à peu près 35% des voix. Il n'y a eu que 487 votants sur 577, donc 90 abstentions. C'est étonnant, on n'est pas tous obligés de voter à l'Assemblée nationale ? Alors, non. C'était un moment où il y avait, je pense, tout le monde n'était pas là parce qu'il y a 1000 choses qui se passent en même temps. Je veux quand même dire les conditions déplorables dans lesquelles travaillent les parlementaires en ce moment. On a des choses à faire en circonscription, on est un peu attendu dans des événements, etc. On a les commissions qui se réunissent et on a la séance en même temps. Et là, par exemple, on discute du texte budgétaire. Vous avez à la fois les commissions qui se réunissent et le texte budgétaire en même temps. Et il y a des amendements très importants qui passent dans la commission et en hémicycle. Et donc, vous ne savez pas s'il faut sortir de la commission. Donc, en fait, tout le monde court dans tous les sens. Pendant le vote sur la vice-présidence, les commissions étaient réunies. Donc, c'est pour ça qu'au deuxième tour, par exemple, il y a une baisse de participation. Parce qu'en fait, il y avait des choses importantes qui se passaient en commission et tout le monde n'a pas eu le temps de venir. On a un quart d'heure pour voter. Donc, en fait, mais les conditions matérielles dans lesquelles se passe tout ça, très sincèrement, ce n'est pas digne d'une démocratie moderne. C'est un peu du bricolage et je pense qu'on gagnerait à changer les règles du jeu. Parce qu'en fait, quand on légifère alors, on peut considérer que l'élection d'une vice-présidence, ce n'est pas quelque chose de fondamental. Mais là, on parle du budget, le texte budgétaire, sur des amendements qui vont être importants. On commence le matin à 9h, on termine à minuit. Il y a les commissions en même temps. Ça dure des semaines. Bon. Voilà. C'est le rôle pas très sérieux. De la présidente de l'Assemblée nationale et de ses vice-présidents d'organiser justement ce travail parlementaire ? Oui, alors sur l'agenda, c'est plutôt la conférence des présidents, donc c'est les présidents de groupe qui participent aussi. Là, on se retrouve aussi dans cette situation sur le budget parce que Barnier a été nommé très tard et donc le temps pour discuter le budget est contraint. C'est aussi ça la réalité. Bon. Et puis, on ne sait pas, et ça c'est regrettable, est-ce qu'il va y avoir un 49.3 ou pas Sans doute. On ne sait pas. Moi, je pensais qu'il tomberait mercredi. Parce que le Conseil des ministres était réuni,
Ils avaient autorisé le Premier ministre à utiliser le 49.3. Ça fait 2 ans qu'ils font ça sur tous les textes. Et apparemment, ils ont changé de logique. Ils le déposeront peut-être samedi, j'en sais rien. Il se murmure qu'en fait, ils voudraient laisser pourrir le texte, ne pas aller au bout de la discussion parce qu'il y a eu beaucoup d'amendements. Et en fait, si on n'arrive pas au bout de la discussion et qu'on n'a pas le temps de le voter avant mardi, ça part au Sénat. Et on ne discute pas de la deuxième partie du PLF. Le projet de loi de finances, c'est 2 parties. La première partie, c'est les recettes. Et la deuxième partie, c'est les dépenses. Et donc, si ça part au Sénat avant qu'on ait examiné les dépenses, il y a toute une partie de la discussion qui n'aura pas lieu devant les Françaises et les Français. C'est problématique. Ça permettrait au gouvernement d'avoir un budget qui sera discuté au Sénat et du coup un budget vraiment de droite, hein, on va le dire, et puis qui serait ensuite renégocié dans une commission mixte paritaire, 7 députés, 7 sénateurs qui se mettent d'accord sur les termes finaux d'un projet de loi pour un vote ultime au Sénat et à l'Assemblée. Et à ce moment-là, au dernier moment, ils peuvent déclencher le 49.3, par exemple, si l'Assemblée ne voterait pas le budget à ce moment-là. C'est une possibilité. Nous souhaitons éviter que l'Assemblée ne puisse pas débattre. Donc, la gauche retire ses amendements en ce moment et accélère le débat pour aller au bout. Et nous voulons un vote. Nous voulons que les députés se prononcent sur le budget. C'est quand même une des bases du parlementarisme. C'est le consentement à l'impôt. Donc, ça nous paraît quelque chose de fondamental dans le travail parlementaire. Il se trouve que des députés de la majorité, et en particulier les députés LR, maintiennent leurs amendements, font durer les débats, et on a l'impression qu'ils ne veulent pas que l'Assemblée se prononce sur le budget. On a connu ça, ces tactiques politiciennes dans l'hémicycle, mais dans l'autre sens aussi, avec des amendements déposés par la gauche sur d'autres dossiers en pagaille pour bloquer les débats du Parlement. Ça peut arriver, je ne le cache pas, ça peut arriver. C'est arrivé. C'est arrivé. Les amendements, ils ont une fonction quand même principale, c'est d'améliorer le texte. Si on les multiplie de manière totalement inutile, effectivement, c'est pour ralentir le débat. Ça avait été le cas sur la loi immigration ou sur la réforme des retraites, si je me souviens bien, notamment. Oui, on avait déposé beaucoup d'amendements sur la réforme des retraites, mais on les avait retirés pour accélérer, pour aller sur l'article 7. Après, il y avait eu un autre débat sur la réforme des retraites. Sur l'immigration, c'était encore un autre sujet, puisque c'est pas ça qui s'est passé à la fin, mais il y a eu une motion de rejet préalable. Globalement, en tout cas, moi, je considère que les amendements, ils doivent être utiles pour améliorer le texte et qu'il ne faut pas abuser des procédures pour contourner la responsabilité qui est la nôtre, c'est-à-dire de voter, de se prononcer pour ou contre un texte à la fin. On est là pour ça, il faut assumer nos positions. Moi, je considère qu'il faut pouvoir débattre des amendements et il faut pouvoir voter le texte. Alors, vous parlez des procédures. Il y a quelques semaines, vous aviez également été nommé rapporteur de la proposition de résolution apportée par la France Insoumise pour destituer le président de la République. Il en est où ce dossier ? Alors d'abord, c'est la première fois qu'une proposition de résolution de destitution est examinée en commission des lois. La procédure a été réformée en 2007. C'est un article de la Constitution qui a été modifié. Avant, on pouvait engager la responsabilité du président de la République en cas de haute trahison. Et aujourd'hui, c'est pour un manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Donc la formulation est un peu différente. Un peu moins facile à comprendre aussi. Un peu moins facile à comprendre. Donc j'ai mené des auditions. Alors d'abord, je me suis battu pour avoir ce rapport, parce que les sujets constitutionnels m'intéressent beaucoup. Donc j'ai bataillé dans la commission des lois pour être nommé rapporteur, ce qui n'était pas non plus gagné par avance. Et une fois que j'ai été nommé rapporteur, j'ai essayé d'avoir un regard équilibré sur ce sujet, avec les pour, les contre. J'ai auditionné une dizaine de constitutionnalistes, y compris ceux qui avaient travaillé dans la commission Avril, qui était en charge de rédiger cet article, pour comprendre l'intention du législateur, quelle est la portée de ce mécanisme. Et en fait, on s'aperçoit que on peut engager la responsabilité politique du chef de l'État. Il y a une forme de responsabilité politique du chef de l'État derrière cet article. Je dis ça parce que traditionnellement, dans un régime parlementaire, le chef de l'État est irresponsable. C'est le Premier ministre qui est responsable politiquement. On peut engager la responsabilité du Premier ministre avec l'article 49 alinéa 2 ou 49 alinéa 3, c'est la motion de censure.
on considère que la politique du gouvernement n'est pas bonne, on fait tomber le gouvernement. Et dans l'imaginaire collectif, le chef de l'État, il est en dehors de tout ça, c'est un arbitre, il est en dessus de la mêlée et les parlementaires ne peuvent pas aller chercher sa responsabilité sur la conduite de la politique de la nation. Il y a un problème dans la Ve République, qui est un régime parlementaire, c'est vrai, mais qui est présidentialiste et qui l'est de plus en plus. En 1962, il y a un référendum qui change le mode de scrutin pour l'élection du président de la République. C'était un scrutin indirect et on passe au scrutin direct. Et donc ça crée un conflit de légitimité entre le chef de l'État et l'Assemblée nationale, qui est déjà aussi élue au scrutin direct. Et puis ce mécanisme est renforcé avec la concordance du calendrier et le passage au quinquennat. Avant, le président de la République, c'était 7 ans et les députés, 5 ans. Donc il y avait un décalage. Et puis, de temps en temps, on pouvait vérifier que la politique conduite était satisfaisante ou pas. Et en fait, il n'y avait pas le lien direct entre les députés et le président de la République. Aujourd'hui, non seulement il y a une concordance, et en plus de ça, les législatives viennent derrière la présidentielle. Donc, les Français donnent une majorité au président de la République. C'est ce qui se passe quasiment à chaque fois. 2022 est une exception. Et le chef de l'État n'est pas uniquement le chef de l'État, il devient aussi le chef du gouvernement, en réalité, et même le chef de la majorité. Et ça, c'est vraiment problématique d'avoir un chef de gouvernement qui est irresponsable politiquement. Et donc, cet article 68 autorise les parlementaires à aller chercher la responsabilité politique du chef de l'État. Moi, j'ai considéré qu'il y avait plusieurs fautes politiques majeures depuis la dissolution. D'abord parce qu'il n'a pas consulté correctement la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, comme il se doit de le faire. Ensuite, parce qu'il a tardé à nommer un Premier ministre, alors que la Constitution ne prévoit pas un délai, mais ça veut dire qu'il nomme sans délai. Et enfin, parce qu'il n'a pas respecté la tradition qui est de dire on donne un mandat à la force politique qui arrive en tête pour constituer un gouvernement. C'est vrai que le nouveau Front populaire n'avait pas la majorité à lui tout seul, mais le chef de l'État aurait dû donner mandat à un député du nouveau Front populaire pour chercher une majorité. Charge à nous d'y arriver ou pas, de faire la démonstration qu'on est dans la capacité de gouverner ou pas. Ça n'était pas à lui de décider qu'on n'était pas en mesure de gouverner. Donc ça, c'est encore une faute politique qui n'est pas dans l'esprit du texte de 1958. Donc je pense qu'il y a matière à aller chercher sa responsabilité. Après, le mécanisme de la destitution est assez contraignant. Il faut 2 tiers de l'Assemblée nationale, plus 2 tiers du Sénat pour convoquer la Haute Cour. Et la Haute Cour doit se prononcer aux 2 tiers pour destituer le chef de l'État. Et en fait, ce mécanisme, il est là pour dire on peut engager cette procédure uniquement s'il y a un consensus dans la société pour dire voilà, le chef de l'État ne peut plus continuer, donc il doit être sorti du jeu et il faut refaire l'élection présidentielle. Et objectivement, ce consensus n'était pas atteint à ce moment-là. Et il y a un autre mécanisme qui est la recherche de la responsabilité du Premier ministre, la motion de censure, qu'on peut utiliser, qui a déjà d'ailleurs été mis en œuvre. Et j'ajoute, je suis un peu long, je sais, mais c'est un sujet qui me passionne, et j'ajoute que la seule motion de censure qui a fonctionné sous la Ve République, c'est quand les députés sont allés en réalité chercher la responsabilité du chef de l'État en destituant, en renversant le gouvernement. C'est quand on renverse le gouvernement Pompidou, parce que le chef de l'État, en 1962, fait un référendum pour changer la Constitution sur l'article 11, alors que l'article 11 ne l'autorise pas à modifier la Constitution. Voilà, donc on peut aller chercher la responsabilité du chef de l'État avec la motion de censure. Il y en a eu une, elle n'a pas été adoptée, je le regrette. Je pense que les parlementaires ne jouent pas leur rôle dans cette séquence. Il faut vraiment que le pouvoir législatif se défende face à l'exécutif dans cette Ve République qui dérive dramatiquement. Mais a fortiori, si on n'est pas capable de renverser le gouvernement, la motion de censure, de destitution ne pouvait pas aller à son terme. Donc c'est de l'histoire ancienne. Le dossier est clos, pour la destitution en tout cas. Absolument. Il aurait dû passer en discussion en séance, mais la conférence des présidents a décidé de ne pas le mettre aux voix en séance. Ce n'est pas normal, ce n'est pas l'esprit de la loi organique qui règle ce mécanisme. En tout cas, ça s'est arrêté là. Le Sénat n'en débattra pas. Mais peut-être que dans une autre situation, sous un autre président ou plus tard, le cas peut se revenir sur la table.
Je ne sais pas. Vous évoquez cette motion de censure qui a été effectivement déposée par la gauche d'entrée, avant même que Michel Barnier et son gouvernement aient pu proposer la moindre mesure. C'était une motion de censure de principe qui a été rejetée nettement. Finalement, ça a prouvé que la gauche était loin d'être majoritaire, comme elle essayait de le faire croire pendant l'été. Alors, la gauche n'a jamais essayé de faire croire qu'elle était majoritaire. En tout cas, laisser entendre que c'était à elle d'avoir la possibilité de trouver une majorité. Nous avons une majorité relative. Très relative. Nous avons une majorité relative. Très relative, si vous voulez. C'est une appréciation. Et le mécanisme de la motion de censure, c'est qu'il faut avoir une majorité absolue contre. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il faut avoir 289 députés qui votent pour la motion de censure. Et nous ne sommes pas à 289 députés du Nouveau Front Populaire. Moi, je considère que cette motion de censure, elle devait être là, parce que je l'ai dit tout à l'heure, ce gouvernement n'est pas légitime pour une raison assez évidente, c'est-à-dire que les élections ont un sens. D'abord, une dissolution, ça ne se fait pas comme ça pour rien. Personne n'a compris cette dissolution. Les Français ont été choqués de ce... insécurisés, en fait. Ils ont dit, mais pourquoi le président de la République a fait ça? Il a dit, oui, il y aurait peut-être eu un blocage plus tard sur le budget. Peut-être, et plus tard. En fait, on n'en sait rien. Et en tout état de cause, on fait la dissolution quand il y a un blocage institutionnel. On ne la fait pas comme ça par convenance. Et d'ailleurs, le président de la République a été sèchement battu aux élections derrière. La gauche a réussi d'abord à refaire une alliance, et puis il y a eu ce qui s'appelle le Front républicain. On ne s'y attendait pas à ce qu'il se matérialise de manière aussi forte, mais le message des Français, c'est quand même, un, on ne veut plus que Emmanuel Macron gouverne, que cette majorité-là continue, et deux, on ne veut pas que le Rassemblement national ait son mot à dire dans la politique nationale. Tout le monde a eu peur du Rassemblement national à ce moment-là. La surmobilisation de l'électorat, moi je l'ai senti dans ma campagne. Il y a plein de militants qui sont arrivés parce qu'ils avaient la trouille que le RN gouverne la France. Et en réalité, c'était quand même ça qui était possible. On le voyait dans les sondages, on le voyait dans les commentaires. Le parti de Jordan Bardella et de Marine Le Pen est arrivé largement en tête aux européennes. Enfin, c'était vraiment ce à quoi on s'attendait. Il y a eu une mobilisation et les Français ont dit non, on ne veut pas cette politique d'extrême droite. Donc, laissez le RN en dehors et faites le Front républicain. Ils l'ont fait dans les urnes. Et moi, je regrette qu'on ne soit pas capable de le faire à l'Assemblée nationale. En tout cas, le président de la République, et c'est sa responsabilité à lui et à lui seul, de choisir, il a choisi un Premier ministre qui est validé par avance par le Rassemblement national. C'est scandaleux. Démocratiquement, on ne peut pas comprendre ça. C'est contraire au fait politique qui a eu lieu au mois de juillet. Donc rien que pour ça, il fallait faire tomber ce gouvernement. Mais si je vous suis bien, vous auriez aimé, rêvé peut-être un gouvernement de coalition qui aille de la droite à la gauche C'est pas facile. Je ne vous dis pas que ce soit facile. Il y a eu 2 messages dans cette élection. Au premier tour, le message, c'était quand même de dire la politique d'Emmanuel Macron, on n'en veut plus. Voilà. Donc la réalité, c'est que... Mais derrière, les Français n'ont pas choisi entre la droite et la gauche. La gauche, le bloc de gauche est quand même arrivé en tête. Pas suffisamment pour être à la manœuvre. D'accord. Donc ça l'obligeait à travailler avec la droite. Moi, je ne suis pas défavorable à ce qu'on travaille avec certains députés du bloc central. Le MoDem et même certains députés de Renaissance. Mais il faut savoir sur quoi on discute. Moi, je pense que la politique, c'est des idées, c'est des programmes. Que les électeurs doivent trancher ce programme et ensuite qu'on doit le mettre en œuvre. Si on n'a pas de majorité sur un programme, il faut pouvoir discuter des points de programme et ouvrir un petit peu. Mais il fallait discuter à partir du programme du Nouveau Front Populaire. C'est ça qui arrivait en tête. Et ensuite aller les voir et leur dire, c'est quoi les conditions pour qu'on gouverne ensemble? Vous aviez tous envie de discuter au Nouveau Front Populaire? Non, tout le monde n'avait pas envie de discuter au Nouveau Front Populaire. Et surtout, tout le monde n'avait pas envie de discuter chez Renaissance. Ils disaient jamais avec le Nouveau Front Populaire, c'est horrible, c'est l'extrême gauche, nanani, nanana. À la fin, on a Barnier. Voilà, bon. Moi, je pense que c'est satisfaisant pour personne. Je pense qu'il faut avoir une logique parlementaire et je pense que les négociations sur le gouvernement, sur le périmètre du gouvernement, c'est comme ça dans toutes les démocraties européennes. Elles se passent au Parlement. En France, ça s'est passé à l'Élysée. On a laissé le chef de l'État
faire ses concertations, ses discussions, etc. Et tout s'est passé à l'Élysée. Il a même convoqué les chefs de parti à l'Élysée. C'est pas comme ça que ça devrait se passer. C'est le Parlement, les parlementaires, les négociations doivent se passer à l'Assemblée nationale sur des programmes. Et ça, il faut prendre le temps. En Espagne, en Italie, en Belgique, partout. Ça prend du temps de discuter. En Allemagne également. On fait des coalitions sur un programme et ensuite on gouverne et on sait sur quoi on gouverne. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui n'a pas de programme, qui a été décidé à l'Élysée, qui n'a pas de cohésion et ce truc-là tombera le jour où Marine Le Pen décide de les faire tomber. C'est effectivement elle qui a la main, en tout cas pour les motions de censure. Ce jour-là, vous voterez avec les députés du RN si une motion de censure peut faire tomber le gouvernement. Je dis ça parce que vous aviez été le seul en octobre 2022 à refuser de voter, le seul député de gauche en tout cas, de voter une motion de censure déposée par votre groupe parce qu'il y avait des voix du RN qui pouvaient y venir. Aujourd'hui, comment vous appréhendez ce cas de figure qui va certainement se reproduire ? Alors, je ne pense pas qu'ils se reproduisent. On était dans un cas assez particulier. Sinon, le gouvernement ne tombera jamais sur une motion de censure si le RN et la gauche ne votent pas de concert. Alors, on était dans un cas particulier où, en réalité, la motion de censure qu'on avait déposée n'avait aucune chance d'être adoptée. Donc, le seul message qu'on envoyait, c'était de voter avec le RN sur une motion de censure. Je considère qu'une motion de censure, c'est pour dire, quand on fait tomber le gouvernement, on a une solution de rechange. Et en réalité, on n'est pas capable de faire un gouvernement avec le Rassemblement national. Donc pour moi, à l'époque, et en plus c'était un coup de théâtre, le Rassemblement national avait dit pendant 2 semaines qu'il ne la voterait pas. En hémicycle, Marine Le Pen vient à la tribune, elle annonce qu'elle vote le truc. Moi, ça m'a fait un choc, honnêtement, de la voir là annoncer ça. On savait que ça n'allait pas au bout, qu'on n'avait pas de solution de rechange. Je n'ai pas été physiquement en capacité de voter le truc. Voilà. Je pense que je ne voterai pas une motion de censure du Rassemblement national. Je pense que je garderai cette doctrine-là. Est-ce qu'il y a une autre motion de censure d'un autre groupe qui peut rassembler une majorité des députés qui fait tomber le gouvernement, avec y compris des voix du RN? Si la situation elle se pose, moi je souhaiterais qu'avant que la motion de censure soit effectivement adoptée, il y ait des discussions pour savoir qu'est-ce qu'on fait après. Qu'est-ce qu'on fait après une fois que le gouvernement est tombé? Avec qui on gouverne? Et à ce moment-là, je n'ai pas de problème pour faire tomber le gouvernement. Mais en fait, si c'est pour renommer derrière les mêmes, ça ne sert à rien. Ou j'en sais rien. Macron pourrait nommer Bardella Premier ministre. En fait, il peut faire ce qu'il veut. Donc ça n'a aussi aucun sens. Et puis la motion de censure, elle a toujours un texte. Et donc il faut regarder les intentions de ce texte. Il faudra vous mettre d'accord avec Emmanuel Macron avant de voter une motion de censure sur qui il nommerait derrière. Non, pas avec lui, mais lui imposer qu'il y ait une majorité à l'Assemblée nationale qui soit en capacité de discuter et de proposer quelque chose de provisoire. Ça ne peut être que du provisoire, mais voilà. Vous avez rappelé qu'à vos yeux, ce gouvernement n'est pas légitime. Vous avez refait un peu l'historique de ce qui s'est passé depuis le mois de juin. Face à ce constat, le peuple de gauche devrait se soulever. C'est d'ailleurs ce qu'espérait une partie du nouveau Front populaire cet été, de se dire, voilà, c'est la rue qui va débloquer, entre guillemets, la situation politique. Alors, il y a eu quelques manifestations, une à Grenoble notamment au mois de septembre. On voit les images avec entre 2400 et 4000 manifestants pour cet événement à Grenoble. On est loin d'un raz-de-marée, d'un soulèvement populaire, Jérémy Yarlanov, d'autant qu'il n'y a pas eu de suite à cette première manif. C'est vrai. Je crois qu'il y a une très belle mobilisation dans les urnes. Je pense que les manifestations et les mouvements dans la rue n'ont pas donné grand-chose au moment des retraites. Et qu'en fait, tout le monde en a marre de manifester pour rien. Il y a une très grande colère quand même chez les citoyens, moi je le ressens, les gens m'en parlent, il y a une désespérance, les gens ne comprennent pas la direction de ce gouvernement. Il y a quand même beaucoup de gens qui nous disent mais la gauche a gagné, c'est la droite qui gouverne, comment c'est possible, etc. Donc en fait il y a une crainte, il y a un problème qui est perçu par tout le monde. Ça ne s'est pas traduit effectivement par des mouvements de foule énormes, des manifestations, etc. Mais il faut quand même y répondre. Et je pense que c'est à nous, députés et aux partis politiques, de proposer un débouché politique à cette crise. C'est une crise institutionnelle et c'est une crise politique. On est au bout de la Ve République.
la verticalité du pouvoir, le fait que tout se passe à l'Élysée, tout ça, c'est la fin d'un système. Je pense que tout le monde le perçoit. Et c'est à nous de proposer autre chose. Parce que sinon, ce sera une vraie crise de régime et on ne sait pas ce qui se passe derrière. Si la Ve République tombe dans des mouvements de foule et des manifestations de rue et un moment très difficile, on ne sait pas si derrière, ce n'est pas un pouvoir autoritaire qui arrive. Il y a aussi des enquêtes d'opinion qui montrent que la démocratie est de moins en moins... les gens n'ont plus confiance dans la démocratie et qu'ils pensent qu'un pouvoir fort, un régime autoritaire pourrait résoudre la situation. Donc moi, j'alerte vraiment sur le fait que nous, parlementaires, et l'ensemble des partis politiques doivent proposer une issue démocratique à cette crise et ne pas penser que parce que les gens restent à la maison et ne vont pas dans la rue aujourd'hui, tout va bien se passer. Les gens ne pensent pas que la situation politique actuelle est normale. Travailler avec Michel Barnier, ce n'était pas une option. Certains à gauche ont intégré le gouvernement, notamment Didier Migaud, qui a été le président socialiste de la métropole de Grenoble pendant de nombreuses années. Il vous a tendu des mains à la gauche, Michel Barnier, tout au long des jours qui ont précédé la nomination de ce gouvernement. Pourquoi ne pas avoir tenté justement cette expérience ? Je n'ai pas vu qu'il nous ait tendu beaucoup les mains. Didier Migaud a été à gauche un jour. Bon, ça fait très longtemps qu'il n'est plus au Parti socialiste. Chacun a fait son parcours politique comme il veut. Personne ne peut croire que ce gouvernement a ne serait-ce qu'un commencement de gauche dans son programme et dans son incarnation. Et tout le monde a vu que c'était M. Retailleau qui prenait 90% de la place dans ce gouvernement et qu'en fait, il ne tient que par le Rassemblement national. Donc, quand un gouvernement tient uniquement par la volonté de Marine Le Pen, la gauche n'a rien à faire là-dedans. Prélèvement exceptionnel sur les grands groupes, taxes sur les rachats d'actions, alourdir l'écotaxe des voitures, durcir la fiscalité sur les meublés type Airbnb. Ça, ce sont les mesures qu'a portées Michel Barnier, qu'un Premier ministre de gauche aurait pu valider également, non ? Alors, c'est pas parce qu'il est de droite qu'il fait que des choses qui sont pas bien. Je ne dis pas ça. Et effectivement, sur la fiscalité, il faut remettre un peu... il faut réparer un peu ce qu'a cassé Emmanuel Macron. Ils ont enlevé énormément de recettes fiscales en pensant que la croissance allait faire des recettes supplémentaires et que le budget allait s'équilibrer. En fait, ils nous ont menti pendant 7 ans, ou en tout cas, je ne sais pas s'ils y ont cru au début, mais ils auraient dû nous dire à l'avance que ça allait mal. Je pense que quand même là, il y a un problème qu'il faudra résoudre. Il fallait remettre un peu de prélèvements supplémentaires. Je crois qu'on n'a pas le choix. Sur le niveau de prélèvement, on n'est pas d'accord. Michel Barnier dit qu'il faut faire 1 tiers sur les prélèvements et 2 tiers sur la réduction de dépenses. Nous considérons que le rythme est trop élevé. On le voit sur les collectivités locales. Moi, je veux vraiment venir en soutien aux maires, aux présidents d'intercommunalités qui vont être impactés par ces mesures. Parce qu'en fait, c'est des services publics en moins qui vont arriver très vite. C'est des coupes budgétaires qui sont très franches, qui arrivent très très vite. Voilà, je crois très sincèrement qu'on ne peut pas aller dans cette direction et à partir du moment où c'est la feuille de route de Michel Barnier, on peut toujours discuter des petits points de détail. Il y a peut-être des choses sur lesquelles on peut s'entendre. Mais en fait, globalement, la feuille de route n'est pas bonne. Alors, on oublie la destitution, on oublie la rue qui n'est pas prête à se mobiliser. Vous m'avez dit que la motion de censure, c'était compliqué si derrière, on n'avait pas... un plan B validé aussi par Emmanuel Macron. Finalement, il vous reste quoi ? D'attendre encore quelques mois pour pouvoir dissoudre, espérer que cette Assemblée nationale soit dissoute par le Alors d'abord, je pense qu'il ne faut République. pas attendre la validation d'Emmanuel Macron. Je pense que c'est aux parlementaires de décider la suite. Si une majorité de parlementaires décide quelque chose, le président de la République sera obligé de suivre. Mais il faut que les parlementaires aient le courage de renverser le gouvernement et de proposer autre chose. Ça, c'est la première chose. Pardon, j'ai oublié le reste de votre question. Je vous demandais si finalement la solution, ce n'était pas d'attendre encore quelques mois, de laisser végéter tout ça, pour pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale, on va dire, à la rentrée prochaine. La réalité aujourd'hui, c'est que c'est le Rassemblement national qui maintient le gouvernement en place. C'est eux qui ont décidé de ne pas voter la censure. Et tant qu'ils décident de ne pas voter la censure et que les Républicains et Renaissance ne votent pas la censure, le nouveau Front populaire n'est pas suffisamment nombreux pour faire tomber le gouvernement. Donc,
Voilà, la situation elle est là. Mais peut-être que demain, le gouvernement sera soutenu par le RN et LR, et que c'est Renaissance qui décidera de le faire tomber. Je vous dis ça parce qu'en fait, par exemple, sur la loi immigration que veut Retailleau, je ne crois pas qu'il y ait une majorité des députés Renaissance qui suivent. En fait, ce gouvernement, les députés Renaissance sont très mal à l'aise parce qu'ils participent au gouvernement, mais ils ne veulent pas le soutenir. Le RN soutient, mais ne participe pas. Les seuls qui sont à l'aise, c'est les Républicains. Mais les Républicains, c'est rien dans cet hémicycle. Ils ont fait 5 et quelques aux législatives. Ils ne pèsent pas dans le paysage politique. Donc, je ne sais pas qui le fera tomber, ce gouvernement. Je ne crois pas qu'il tienne très longtemps. Ou alors de faire une alliance objective et plus poussée avec le Rassemblement national. Mais s'ils font ça, ça veut quand même dire qu'une partie de Renaissance va se détacher. Je pense que aussi les affaires, le procès en cours sur le Rassemblement national est une des raisons pour lesquelles le Rassemblement national maintient ce gouvernement en vie. Ils ont demandé 2-3 trucs. Au début, ils ont dit on veut la respectabilité, on veut je ne sais pas quoi, le pouvoir d'achat et la proportionnelle. Bon, mais ils n'ont pas mis des conditions très claires. Ils ont eu la respectabilité. Michel Barnier leur a dit oui, on va discuter avec tout le monde, vous êtes des députés comme les autres et un parti comme les autres. Le jour où ils n'ont plus besoin de ce gouvernement, ils le font tomber. Voilà. Ils auront votre respectabilité, le RN, vous, maintenant, en tant que vice-président de l'Assemblée nationale? Pas en tant que parti politique. Moi, je considère que c'est un parti politique qui n'est pas dans l'arc républicain. Je considère que le barrage républicain est un fait politique majeur du mois de juillet. Et donc, je me tiendrai à ça. Ça ne veut pas dire que je ne leur parle pas, que je ne leur donnerai pas la parole. On est dans un cas... Je leur dirai bonjour. Moi, je n'ai pas de discussion avec eux, mais je suis courtois, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Simplement, dans cet hémicycle, en juillet, on a considéré que les postes à responsabilité, notamment au bureau, on n'allait pas voter pour des candidats du Rassemblement national. Et donc, ils n'ont pas de vice-présidence dans cette législature. Voilà, et je pense que c'est conforme au scrutin. Et je crois qu'il faut maintenir ce cordon sanitaire. Que si ce cordon sanitaire tombe, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui les arrête, en fait, pour la présidentielle. Et donc, chacun doit être conscient du danger que représente le Rassemblement national au pouvoir. Aujourd'hui, en France, c'est vraiment ça, le danger immédiat. Le danger le plus proche, le plus immédiat pour notre modèle, c'est l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir. Concrètement, ça veut dire que l'état de droit va être remis en cause, que la séparation entre la justice et le pouvoir exécutif va être remis en cause. C'est le recul des droits, de la liberté de la presse, c'est la privatisation de l'audiovisuel public. Voilà, sur plein de domaines, je ne développe pas, mais pour moi, dans les années qui viennent, la lutte contre l'extrême droite reste une priorité. Et c'est aussi pour ça que j'investis les questions démocratiques, c'est qu'on a un clivage avec l'extrême droite, en France et partout en Europe, l'extrême droite monte. On a un clivage sur 2 axes très forts, sur la démocratie et sur l'environnement. Ils considèrent que la crise climatique n'existe pas, que ce n'est pas un sujet. Voilà. Et donc je pense que c'est des axes Il faut arriver à convaincre les gens, il faut continuer à faire campagne, il faut faire de la pédagogie, il faut faire des réunions publiques. J'en fais une bientôt sur ma circonscription. Il faut continuer à aller convaincre les gens sur des idées. Je reliais ça à votre rôle de vice-président de l'Assemblée nationale, parce que ça change un peu la donne. Là, il y a un devoir de neutralité, j'imagine, quand on est au perchoir. On ne peut pas stigmatiser non, mais bien sûr. Dans la conduite des débats, je serai impartial et ce n'est pas le sujet. Mais quand on préside l'Assemblée nationale, on n'a pas de discours politique. On distribue la parole, tout est très cadré. Vous avez 2 minutes sur les amendements, vous avez 5 minutes sur les discussions générales. Donc en fait, on distribue la parole, il n'y a pas de... Vous pouvez vous retrouver dans la situation de demander à la gauche de se taire pour que le RN puisse s'exprimer. Parce que si c'est la règle, c'est la règle. Il y a eu des situations de bordel, on peut l'appeler comme ça, oui, mais ces derniers mois. Je suis en charge de faire respecter le règlement intérieur et la règle, et tout le monde devra la respecter de la même manière, que ce soit le Rassemblement national ou la gauche. Je ne ferai absolument pas de favoritisme. Je pense que l'institution fonctionne si les règles sont respectées par tout le monde. Et là-dessus, voilà, je serai impartial. Bon, donc, on va dire que jusqu'à septembre prochain, quoi qu'il arrive, on ne revotera pas pour des élections législatives, notamment, sauf
ici en Isère, puisque dans quelques semaines, certains électeurs isérois vont retourner aux urnes. On rappelle que Hugo Prévost, qu'on voit sur ces images, membre de la France Insoumise, 24 ans, qui avait créé la surprise en juillet dernier en battant Olivier Véran sur la première circonscription de l'Isère. Il avait d'ailleurs ouvert la saison du QG politique à votre place au mois de septembre. Ça aura finalement été sa première et sa dernière émission de télé en tant que député, puisqu'il a démissionné après des accusations de harcèlement sexuel et moral et maintenant de plusieurs jeunes femmes. Ces accusations vous ont surpris, Jérémy Yordanov? J'imagine que vous avez eu le temps de le croiser, Hugo Prévost, pendant ces quelques... Je ne le connaissais pas du tout. Je l'ai croisé une fois sur une manifestation, peut-être une fois à la préfecture pour la soirée électorale, mais je ne connaissais pas ce garçon plus que ça. J'ai été choqué par les accusations, la gravité des faits, surpris, j'en sais rien. Bon, c'est la vie, il a décidé de démissionner. J'imagine que derrière, ça veut dire qu'il y a une réalité suffisamment forte. Voilà. Je n'ai pas plus de commentaires sur les faits que je ne connais pas et sur Hugo Prévost que je ne connais pas non plus. Donc, voilà. Alors, il y avait des tweets qui sont ressortis datant du mois de juin qui évoquaient déjà ces accusations, qui étaient passées un peu inaperçues. Ah oui. D'autres étudiants qui pointaient du doigt l'investiture d'Hugo Prévost. Donc c'est vrai que au regard de ce qui s'est passé, c'est troublant. C'est un coup dur quand même pour la gauche iséroise. Il était un peu le héros, on peut dire, de législatives en Isère au mois de juillet, en faisant tomber l'ancien ministre de la Santé, l'ancien porte-parole du gouvernement sur une circonscription qui n'était pas forcément acquise à la gauche. Et puis, 3 mois après, il est mis au pilori. Disons que sur la première circonscription, c'est vrai qu'une victoire de la gauche n'était pas forcément attendue. Donc, on pouvait s'en réjouir. Bon, là, il faut aller de l'avant. La question, c'est comment est-ce qu'on conserve cette circonscription à gauche ? On est sur une législative partielle, on sait que la mobilisation va être faible. On ne sait pas encore qui sera candidat chez Renaissance, en tout cas moi je n'ai pas l'information. On peut imaginer que le Rassemblement national n'atteindra pas le second tour, donc on sera en duel. Voilà, il faut trouver la meilleure candidature pour mobiliser l'ensemble de l'électorat de gauche, écologiste, voire un peu plus, pour l'emporter au deuxième tour. Alors cette candidature... On a l'impression que le Nouveau Front Populaire l'avait trouvé en la personne de Lucie Castet. C'était le nom qui était évoqué, qui semblait faire l'unanimité dans toutes les composantes du NFP. C'était également l'occasion rêvée pour celle que la gauche voulait voir au poste de Premier ministre, de rentrer à l'Assemblée nationale et peut-être de peser un peu plus dans les débats. Et patatras, Lucie Castet a renoncé il y a quelques jours, face visiblement à l'exigence des Insoumis qui voulaient que si elle était élue, elle siège dans leur groupe. C'est incompréhensible. Ça fait des semaines que le NFP nous dit que Lucie Castet fait l'unanimité, que c'est elle qui doit être Première ministre pour rassembler la gauche, et puis vous n'êtes même pas capable de l'investir sur une législative partielle. Comment ça se passe ? D'abord, je pense que Lucie Castet ferait une excellente candidate, ici ou ailleurs. En tout cas, elle est bienvenue en Isère si elle souhaite candidater. Elle souhaitait, a priori, mais visiblement... Elle a considéré que les conditions n'étaient pas réunies. Bon. C'est une façon polie de dire que certains partis ne souhaitaient pas l'avoir candidate. Non, je ne crois pas que ce soit ça. Je pense qu'elle souhaitait être... parce que son rôle, jusque-là, c'est d'être en dehors des partis et d'être un petit peu un point d'équilibre de cette coalition. Il se trouve que les députés doivent siéger dans des groupes parlementaires. Ou pas, ils ne sont pas obligés. Ils peuvent être indépendants. C'est compliqué parce que les temps de parole sont distribués par groupe. Les non-inscrits, on maîtrise très peu leur temps de parole. Ils passent en dernier. Il y en a un seul dans l'ensemble des non-inscrits. Donc en fait, c'est vraiment les droits de parole dans l'Assemblée, dans les commissions, sont vraiment distribués entre les groupes. Tout fonctionne par les groupes parlementaires. Donc ça lui imposait de choisir un des groupes. Et il se trouve que cette circonscription, dans la négociation, avait été attribuée à la France Insoumise. Donc moi, ça ne me paraît pas illogique qu'à 4 mois des élections législatives, la France Insoumise ait son mot à dire sur l'investiture. C'est la vie politique. S'ils perdent un député, c'est du temps de parole en moins, c'est des moyens en moins, etc. Si le groupe écologiste et social devait perdre un député, notre parti nous dirait nous, on souhaite investir quelqu'un qui va rejoindre le groupe. Ça s'entend, ça se comprend. Et moi, je n'ai pas à intervenir là-dessus. Ce sont les partis
qui ont fait l'accord, qui décident des investitures. Je suis très respectueux de ça. Vous étiez un des cadres, avant d'être député, vous étiez un des cadres du parti Europe Écologie Les Verts, donc vous savez bien comment ça fonctionne. J'ai négocié, j'ai fait des négociations pour des élections nationales, et donc quand on fait un accord, on le respecte. Moi, je pense que les choses doivent se faire le plus possible, d'abord en interne, et ensuite, une fois que la candidature est validée, on l'a fait. Quand on fait des négociations publiques, et je le dis aussi pour le nom de Lucie Castet qui est arrivée à la fin, il y a eu beaucoup de noms qui ont été jetés en pâture avant elle et qui ont été balayés. Je trouve que ça n'est pas très sérieux, que ça n'est pas très propre, que ce n'est pas ça qui fonctionne le mieux. Je pense que des négociations politiques doivent se faire entre les formations politiques. On s'entend sur quelqu'un qui convient à tout le monde. Et je souhaite que pour la première circonscription d'Isère, on s'entende avant de ressortir un autre nom. Et que la boussole politique soit un profil pour l'emporter, parce qu'on risque de la perdre. Voilà. Mais ce n'est pas moi qui décide. Marine Tondelier, la patronne du parti, a dénoncé des méthodes de bourrin dans la presse en parlant de cette situation. Alors je ne sais pas qui est le pointé par ce terme, mais on peut comprendre que c'est la France Insoumise qui était un peu accusée par la patronne des Verts. Vous parliez d'un plan B, en tout cas d'un candidat qui fasse consensus. Il y a le Parti socialiste qui, lui, a proposé déjà quelqu'un, on la voit sur ces images, c'est Amandine Germain, qui est une conseillère départementale de Grenoble, qui avait aussi œuvré à l'époque à l'Union de la gauche sous la bannière du printemps isérois, avant même que la NUPES n'existe. Ça pourrait être la bonne candidate si elle va siéger dans le groupe de la France Insoumise, j'ai envie de vous dire. Non, je crois que... Au Parti Socialiste aujourd'hui. Je ne connais pas Amandine Germain et j'ai le plus grand respect pour le Parti Socialiste, mais l'accord a été fait. Je sais qu'il a été très contesté en interne. Déjà en 2022 et en 2024, le Parti Socialiste a été mal servi en Isère, il faut dire la réalité, et donc ça a créé beaucoup de tensions chez eux. Je l'entends, je le comprends. Je trouve compliqué de revenir sur un accord électoral 4 mois après les élections du mois de juillet. Voilà. Après, c'est l'affaire du Parti socialiste. C'est pas, voilà, ils décideront ce qu'ils ont à décider et je n'aurai pas de commentaires sur ce qu'ils font. Il y a un risque de voir imploser sur cette première circonscription de l'Isère cette alliance du NFP qui convainc pas tout le monde, hein, même au sein des 4 partis concernés. Non, mais après, on peut dire ce qu'on veut sur l'alliance du NFP. Moi, je pense que si on ne fait pas l'effort d'avoir une perspective commune, cette alliance ne tiendra pas. De la même manière que la NUPES s'était effritée assez vite, la NUPES ne peut pas tenir si on n'a pas un objectif commun et un cadre organique pour trancher les différends. Et aujourd'hui, il n'y a aucun cadre, il n'y a pas d'adhésion commune, il n'y a pas de collège de militants élus pour dire si on a un sujet, on n'est pas d'accord, comment on le tranche. Et ça va nous poser des problèmes, parce que la vie politique française est structurée autour de la présidentielle. Et que si on n'a pas une méthode pour trouver un candidat commun, inévitablement, chacun va reprendre ses billes, il va y avoir des écuries présidentielles, et il n'y aura plus rien de collectif. Et ça désespère tout le monde, parce qu'on sait que le danger en face, c'est Marine Le Pen. Et donc, il faut quand même qu'on arrive à s'organiser pour proposer quelque chose face à Marine Le Pen, sur un projet de rupture, à gauche, écolo, qui embarque les électeurs du nouveau Front populaire et un peu plus, parce qu'on n'a pas eu de majorité absolue. Il faut embarquer 50% au moins des électeurs sur notre projet. Donc il faut remettre cette question sur l'ouvrage sur le métier. Et la question la plus difficile, c'est comment on s'entend sur un candidat à la présidentielle. Je n'ai pas la solution. Je vous mentirais si je vous disais que j'avais la bonne méthode. Mais en tout cas, je pense qu'il faut qu'on s'entende d'abord sur une méthode et sur un objectif, et que sinon, chacun constatera que les choses ne tiennent pas. Quand je vous écoute, il y a un candidat au moins qui ne fait vraiment pas partie du profil que vous tracez, c'est Jean-Luc Mélenchon. Rassembler plus de 50% des voix avec une partie du centre-droit, hein, c'est comme ça que vous me le présentez, ça paraît complètement utopique si c'est Jean-Luc Mélenchon qui prend le lead à gauche. Je ne vois aujourd'hui aucun candidat qui est capable de rassembler 50% des citoyens à gauche et chez les écolos. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne le voit pas. Il n'est pas révélé. Il y a
beaucoup de personnes qui sont compétentes, qui peuvent incarner ça. Il faut vouloir incarner cet espace, il faut se donner les moyens d'y arriver. Ça veut dire construire un collectif, ça veut dire discuter avec tout le monde, ça veut dire aussi retravailler sur la question du programme. Je trouve que c'est un peu facile de dire lui il peut pas, parce que vous me parlez de Jean-Luc Mélenchon, après vous allez me parler de M. Cazeneuve, et après de M. Hollande, et après de Madame, je ne sais pas qui, Tondelier, pourquoi pas. En fait, chacun a ses limites. Aujourd'hui, je ne vois pas quelqu'un en capacité de battre Marine Le Pen. Il faut la faire émerger, cette personne, et c'est urgent. C'est urgent, on ne peut pas arriver à 6 mois de l'élection et sortir je ne sais pas qui du chapeau. Donc, est-ce que c'est une primaire ? Est-ce que c'est, je ne sais pas, un vote des militants? Je n'ai pas la méthode, mais il faut que les partis s'entendent sur une méthode. Et moi, en tant que parlementaire, je pousserai en tout cas pour qu'il y ait une entente et une méthode collective, commune, pour trouver un candidat, parce que je le regrette. Moi, je ne suis pas du tout présidentialiste. Je pense qu'il faut d'abord construire les coalitions sur des programmes, et en commençant par l'Assemblée nationale. Mais si l'élection présidentielle arrive la prochaine fois avant les législatives, parce que c'est ça qui va se passer, on va avoir la présidentielle, le président de la République va dissoudre, il y aura une nouvelle élection. Et donc, en fait, cette question, on ne peut pas la mettre de côté. Alors pour finir sur cette première circonscription de l'Isère qui risque quand même d'être commentée au niveau national, on n'a pas de nouvelles d'Olivier Véran, qui était le député sortant, de savoir s'il va retourner ou pas au combat après sa défaite du mois de juillet. Il y avait quand même un petit indice sur son implication, ou plutôt sa désimplication, son désintérêt de la politique locale, c'est que l'ancien ministre n'était pas présent au congrès des maires de l'Isère qui s'est tenu mi-octobre à Crolles, qui est un rassemblement important chaque année pour les élus locaux. Il y avait plusieurs parlementaires à ce rassemblement. D'ailleurs, vous n'y étiez pas non plus, Jérémy Yordanov. Pourtant, c'était sur votre circonscription à Crolles. Est-ce que ça veut dire que les 500 maires isérois qui se réunissent comme ça pour débattre de l'avenir de leur commune et des dernières mesures du gouvernement, c'était l'objet de pas mal d'interventions, notamment de David Lisnard, qui a beau être LR, qui a beaucoup critiqué les propositions de budget de Michel Barnier. Ça ne vous intéressait pas d'être présent sur un événement comme ça ? Ça m'intéressait beaucoup, j'aurais dû y être. Il se trouve que j'avais un conflit d'agenda, j'avais d'autres obligations, et que malheureusement, je n'ai pas pu tout faire. C'est regrettable, et très sincèrement, je regrette de ne pas pouvoir m'être libéré à ce moment-là. Je soutiens les maires. Je les reçois au moment du congrès des maires. Je reçois les maires de ma circonscription à l'Assemblée nationale. Je fais une réunion publique le 4 novembre à Sainte-Marie-d'Aloise. Je les invite tous, évidemment, à venir participer et échanger à ce moment-là. Je suis ouvert au débat avec eux au moment où ils le souhaitent. J'ai défendu les élus locaux en commission des lois face à Madame Vautrin, qui vient pourtant des Républicains et qui va faire adopter et qui défend un budget qui coupe complètement les financements des collectivités locales. Après, je regrette un petit peu la récupération politique de M. Barbier, qui, de tout son parcours politique, vient des LR et il les a quittés. Il les a quittés au bon moment, mais enfin, c'est quand même sa famille politique qui, aujourd'hui, fait les coupes budgétaires pour les collectivités locales. Donc, ils ne viennent pas faire des leçons à la gauche, qui n'est pas dans cette logique-là. Voilà, je pense qu'il faut un peu de cohérence politique avant de tacler ses adversaires. Alors, à ce congrès des maires, il y avait une parlementaire socialiste, Marie-Noëlle Battistel, qui est élue de la 4e circonscription de l'Isère. Et c'était également la précédente invitée du QG politique. Et la tradition dans cette émission, c'est de demander à chaque fois à mes invités de poser une question au suivant. Moi, ça me fait beaucoup moins de boulot de préparation. Donc, on écoute la question que Marie-Noëlle Battistel vous pose. Bonjour Jérémy. On a eu un sujet assez important qui a tourné autour de l'évolution du modèle des petites stations de ski. Je sais que sur ton territoire, tu es également concerné. Et je voulais simplement savoir quelle était ta vision des choses et comment on pouvait avancer ensemble sur ce dossier qui me semble majeur, puisque aujourd'hui, autour de nos petites stations, vit une économie locale qui est extrêmement importante pour nos territoires. Alors la question qu'elle pose indirectement, c'est est-ce que les collectivités locales doivent encore subventionner les stations de moyenne montagne pour les faire survivre ? C'est une excellente question. Je remercie ma collègue Battistel de la poser. J'étais il y a quelques semaines à un comité Avenir Montagne dans le Grésivaudan, avec justement les élus donc du Grésivaudan et
et des stations, les représentants de l'État aussi, pour se pencher sur cette question-là. Il y a une projection qui nous a été faite sur les données scientifiques en fait, de l'évolution du climat et de l'enneigement dans les stations dans les années qui viennent. La question elle est là, c'est-à-dire qu'on sait que l'enneigement va diminuer à la fois en épaisseur et surtout dans le temps. C'est-à-dire qu'il y aura toujours de la neige, mais sur des périodes beaucoup plus courtes. Et on ne sait pas à quel moment les stations ne pourront plus vivre du modèle actuel qui est quand même tourné sur le ski, qui est l'activité qui économiquement rapporte le plus. Et la difficulté qu'on a, je vous le dis, en tant que décideur politique, décideur public, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent des impôts, en fait? Parce que la question, elle est là. Est-ce qu'on va continuer à financer ces stations? Jusqu'où? À quel prix? Etc. C'est que les investissements qui sont demandés pour faire tourner ces stations dans les prochaines années, c'est quand même beaucoup des canons à neige qu'il y ait encore de la neige sur certaines pistes. Mais on sait très bien que dans 10 ans ou dans 20 ans, dans les bas des stations, vous aurez uniquement une languette pour skier et qu'à côté, ce sera de l'herbe sèche ou 3 petits tas de neige par-ci par-là. On ne sait pas à quel moment, y compris les skieurs, vont continuer à aller en montagne dans ce décor qui ne sera pas tout à fait celui qu'on connaît aujourd'hui. Et on n'a pas les outils politiques qui nous permettent de décider, de savoir combien de temps le modèle va être rentable. On sait que d'ici 20, 30 ans, il y a beaucoup de stations qui ne pourront plus tourner comme elles tournent aujourd'hui. Si on fait les investissements, on peut continuer pendant quelques années. Mais l'argent public, il est mobilisé sur 20 ans, au moins. Est-ce que c'est rentable? On ne sait pas. Je vous donne une problématique, par exemple, c'est les travailleurs saisonniers. Aujourd'hui, vous êtes un restaurateur en station de montagne. Vous avez énormément de mal à trouver des saisonniers pour faire tourner votre café, votre restaurant, votre hôtel. Parce que si la saison au plus la saison est courte, au plus les personnes ne viendront pas. Et en plus, c'est une réforme du chômage qui fait qu'il faut travailler plus longtemps pour être indemnisé, etc. Sur tout l'emploi saisonnier, ça va devenir très compliqué de faire tourner les stations. Donc moi, je crois qu'il faut anticiper le plus possible et pas se retrouver comme sur l'Alpe du Grand Serre au dernier moment à dire là, il faut qu'on ferme parce que ça nous coûte trop cher, c'est 200 000 € de déficit, on ne peut pas. Et donc, il faut faire des modèles économiques et il faut changer la manière dont on pratique la montagne. Il ne faut pas aller tous au même endroit. Il faut faire des installations qu'on appelle 4 saisons et il faut aussi que ces communes de montagne accueillent plus d'habitants toute l'année. Voilà, c'est tout un modèle touristique qu'il faut changer. C'est pas facile, mais si on l'anticipe pas, c'est dramatique pour les habitants de ces communes, pour les stations, pour tous ceux qui entreprennent aussi dans ces stations. Alors, vous évoquiez l'Alpe du Grand Serre, c'est les images qu'on voyait. Et finalement, il y a eu un revirement de situation cette semaine puisque les élus qui avaient voté la fermeture définitive de la station lui donnent encore au moins une année d'existence. Cet hiver, elle devrait être ouverte pour les skieurs. Pour un an, mais ça montre que les locaux sont très attachés à leur station, mais que voilà, il faut quand même de l'argent public pour sauver cette chose-là. Et au bout d'un moment, l'argent public, on ne peut pas le mettre partout, donc il faut faire des choix. On finit par une autre actualité iséroise qui n'est pas très gaie non plus. C'est le regain de violence dans l'agglomération grenobloise, notamment ces derniers jours avec 2 morts liés au trafic de drogue, dont un mineur de 15 ans tué sur le point de deal de Hoche, en plein centre-ville de Grenoble. Lors d'une conférence de presse ce mercredi, le procureur a recensé 50 fusillades et 6 morts liés au trafic de drogue sur l'agglomération grenobloise depuis le début de l'année. On a l'impression qu'il y a une forme d'impuissance des pouvoirs publics et des élus face à ce trafic et cette violence qui dégénère. C'est dramatique. Alors, personne ne devrait mourir à 15 ans. Personne ne devrait mourir tué par balle dans un règlement de compte. C'est très alarmant, à la fois pour Grenoble, mais en fait pour toute la France. Ces questions-là, on le voit aussi à Marseille ou dans d'autres endroits, augmentent un peu partout. Je crois que la structure en fait, du trafic et du banditisme et du trafic de drogue a changé. Sur la région grenobloise, de ce que je comprends, c'est des règlements de compte entre bandes rivales pour tenir les points de deal. Il faut des moyens de police supplémentaires, très clairement, pour faire de la présence. Il faut des moyens pour la police judiciaire, parce que ce sont des dossiers qui sont longs à traiter en réalité
les trafics de stupéfiants. Et il faut des moyens d'enquête et il faut des magistrats qui suivent ces dossiers. Et la police judiciaire aujourd'hui est très affaiblie. Donc je pense qu'il faut des moyens de justice. Ça suffira pas. Ça suffira pas. Il faut, moi je crois, des politiques de prévention contre l'addiction aussi. C'est-à-dire qu'en fait, l'usage des stupéfiants, aujourd'hui, il est banalisé. C'est très documenté dans la société française. Il y a plusieurs rapports qui le montrent. Il faut aussi agir sur ce volet-là. Ce n'est pas un travail facile. Ça va être long. Il y a eu plusieurs rapports au niveau du Sénat. Il y en a un qui était en cours à l'Assemblée nationale qui a été interrompu avec la dissolution. J'espère qu'on va pouvoir le reprendre en commission des lois. Il y a un autre sujet qui peut arriver dans le débat assez rapidement, c'est d'aller sur un modèle à l'italienne avec le statut des repentis, pour avoir de l'information sur les filières. Je n'ai pas un avis tranché sur cette question-là. Je pense qu'il faut regarder parce que les modèles ne sont pas forcément les mêmes que sur la mafia italienne. Mais en tout cas, il faut se donner les moyens politiques d'arrêter ces filières, ces trafics. Et ça ne suffira pas d'arrêter le bas de la chaîne. Voilà. Il faut s'intéresser au haut du spectre et il faut donner les moyens à la justice de les poursuivre. Bon. Éric Piolle pointait du doigt justement cette semaine les consommateurs qui alimentent le trafic et sans eux, il n'y aurait pas toute ces réseaux et cette violence. Alors ça tombe mal puisqu'un député du Nouveau Front Populaire a été pris en flagrant délit d'achat de stupéfiants il y a quelques jours, Andy Kerbrat, député de Loire-Atlantique. Est-ce que ça vous inspire cette affaire ? C'est déplorable, qu'est-ce que je vous dise ? Voilà, maintenant c'est la réalité. Et la réalité, c'est que tout le monde consomme de la drogue en France. Et ce n'est pas une question de classe sociale. C'est un problème de santé publique. Et il faut aussi le traiter, je crois, d'un point de vue de la santé publique. Je ne dédouane pas sa responsabilité. Voilà, il y en a qui disent qu'il faut qu'il démissionne. Bon, moi, ce n'est pas ma logique. Je pense que sur ces affaires d'addiction, il faut pas fermer les yeux et ne pas penser que ceux qui dirigent les entreprises ou l'État sont forcément épargnés par ces choses-là. Il faut le traiter. C'est de l'écoute, c'est de la prévention. Il y a des pays qui arrivent très bien en fait, à avoir des politiques de prévention. Je pense au Portugal, par exemple, où ils mettent beaucoup d'argent sur la prévention. Ça commence jeune, ça commence à l'école, mais c'est aussi dans l'entreprise, dans le milieu du travail, peut-être pour les élus. Voilà, c'est de l'accompagnement. Et voilà, il faut une vraie politique de santé publique sur les questions d'addiction, de manière générale. En tant que vice-président, créer une cellule de désintoxication au sein de l'Assemblée nationale, ça pourrait être pertinent. Non, je ne sais pas si j'ai ce pouvoir-là. On discutera certainement de ces sujets, mais bon... Bon, c'était pour finir sur une note un petit peu plus légère. Est-ce que vous savez quand vous allez monter au perchoir pour la première fois D'ici 10 jours. Début novembre. 6, début novembre. 6 novembre. Très bien. On suivra ça avec attention. Il vous reste une mission dans cette émission, c'est de poser une question à notre prochaine invitée. Elle s'appelle Sandrine Schex. Elle est vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une centriste qui sera d'ailleurs candidate aux prochaines municipales à Mélan. Elle a déjà lancé sa campagne. Je vous laisse regarder la caméra en face de vous et lui poser une question. Alors, bonjour Madame Schex, on ne se connaît pas. Je ne vous remercie pas de nous avoir envoyé Laurent Wauquiez à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il est assez toxique partout là où il se trouve. J'ai une question pour vous. J'ai vu que vous étiez du parti Les Centristes et je suis surpris que vous soyez dans la majorité de Laurent Wauquiez. Et qu'allez-vous faire ? Ma question, c'est qu'allez-vous faire dans les années à venir ? Je parle au parti Les Centristes, par rapport aux Républicains qui ne sont de moins en moins républicains. Ils ont des valeurs de plus en plus réactionnaires, de plus en plus clairement de droite. Peut-être que demain, ils vont s'allier avec le Rassemblement national. Quelle est votre limite pour travailler avec les Républicains ? Je vous remercie. Merci Jérémy Yordanov. Elle vous répondra dans le QG politique la semaine prochaine. Vous pourrez retrouver toutes nos émissions en ligne sur télégrenoble.net. Et puis bonne continuation en tant que nouveau vice-président de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup.